Merci de regarder Canal 7. Bienvenue à votre débat politique, décryptage cas par cas, pouvoir politique et spiritualité. C'est le thème à débattre dans ce numéro. Et pour le faire, Michel Bouka, rabbin Congo, qui est donc un maître spirituel, nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission Le Débat. Mais pour leur place à l'entretien avec le premier invité de ce numéro. À tout de suite. Karim Diengui, vous êtes notre premier invité dans ce numéro de décryptage cas par cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Madame Blanche et je suis tout honoré d'être invité à cette prestigieuse tribune qui fait le décryptage de la question politique, surtout que c'est l'actualité du moment. Et tout honoré également parce que vous avez décidé de mettre à contribution les hommes spirituels dans le décryptage de cette question, qui est une question en ce moment majeure pour la nation gabonaise. Voilà, nous reviendrons donc sur le pourquoi de ce thème. Vous êtes expert consultant également en médecine et mystique traditionnelle, mais on sait également que vous avez un pied dans l'univers associatif. Peut-être une brève présentation de vous? Écoutez, je suis président également de l'association Valorisation de la médecine traditionnelle que j'ai créée justement en 2006. Je suis également le président du réseau des jeunes initiés du Gabon. Et en 2012, j'avais été invité par plusieurs de mes pairs, c'est-à-dire en Guinée équatoriale, où plusieurs associations se sont retrouvées, des associations venant du Cameroun, du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale. Et lors de cette rencontre, nous avons décidé de mettre en place un bureau qui devait justement se battre à valoriser la médecine traditionnelle en zone CEMAC. Et au cours de cet entretien, de cette rencontre autant pour moi, j'ai été élu vice-président pour la CEMAC dans le cadre de la valorisation de la médecine traditionnelle. D'accord. Donc, on va beaucoup parler au cours de cette émission de rites traditionnels et de spiritualité en gros, mais peut-être vous pouvez faire une différence entre les rites traditionnels et le mysticisme spirituel, ou alors c'est la même chose? Peut-être pas faire de distinction. Hein. La séparation est très étroite. Ce sont des choses entièrement liées pour plusieurs raisons, parce que vous le savez, le rite traditionnel à la base a pour principal objectif d'élever l'homme, de ramener l'homme à sa divinité, de ramener l'homme à son intégrité, mais également, vous le savez que les rites traditionnels sont animés par des individus, donc des êtres humains qui malheureusement, selon certaines révélations, et qui malheureusement, et qui malgré autant pour moi, le fait qu'ils aient vu lors de différents voyages astraux un certain nombre de choses qui devraient plutôt réguler leur vie, peuvent parfois être amenés à poser des actes répréhensibles. Donc tout dépend de l'animateur du rite traditionnel, pour parler à la fois du mysticisme et du rite traditionnel qui à la base est un mécanisme d'élévation spirituelle. D'accord, donc pour parler de pouvoir, puisque le thème c'est pouvoir politique et spiritualité, mais on a d'abord le pouvoir de façon globale. On sait, selon les saintes écritures, qu'il viendrait de Dieu ou qu'il vient de Dieu, le pouvoir. Est-ce qu'il y aurait un pouvoir qui vient des rites traditionnels? Qu'en est-il exactement? Écoutez, juste dire que le rite traditionnel vient de Dieu. Hein. Le rite traditionnel est un mécanisme qui a été décidé et créé par Dieu pour justement permettre aux hommes, comme je le disais au départ, de retourner vers la divinité. Vous le savez, plusieurs livres sacrés disent que l'homme s'est éloigné de Dieu et Dieu, voulant racheter justement son peuple, a décidé de mettre en place des mécanismes qui sont là pour justement pour ramener justement son peuple à lui. Et également dans la spiritualité, en ce qui concerne les rites traditionnels, nous estimons et nous affirmons également que tout pouvoir vient de Dieu. Donc vous estimez que le rite traditionnel pourrait donner un pouvoir, mais en fait ce pouvoir ne viendrait pas des rites traditionnels, mais il viendrait de Dieu? Mais bien sûr, le rite traditionnel ne donne à personne un pouvoir. Le rite traditionnel vous donne les attributs de votre pouvoir. C'est-à-dire vous êtes destiné à devenir X ou Y personne. Et
vous le savez, dans le commun des mortels, aime toujours se lancer dans la nuisance. Et lorsque vous vous rendez compte que malgré toutes vos tentatives d'évolution, vous ne parvenez pas à obtenir gain de cause, il est conseillé justement aux Africains, et particulièrement les Gabonais, de faire recours justement aux rites traditionnels pour mieux se connaître. Et en se faisant initier, puisque c'est la loi implacable pour adhérer à nos rites, en se faisant initier, vous découvrez votre véritable destinée. Et lorsque vous la découvrez, avec le manuel qui vous est donné lors de votre voyage astral ou lors de vos différents voyages astraux, les attributs de pouvoir vous sont remis. Et vous parlez d'attributs de pouvoir, on le voit régulièrement. Cette période qui est une période électorale au Gabon nous l'a encore démontré. Des candidats qui sont accueillis dans des villages et à qui on remet des attributs, hein, selon ces personnes-là, des attributs de pouvoir. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est véritablement ça ou c'est du folklore? Sur le plan spirituel, il y a des attributs de pouvoir qui sont donc immatériels. Et sur le plan physique, il y a également des attributs de pouvoir qui sont appelés généralement des reliques. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres que lorsqu'on parle de reliques, il y a 3 catégories de reliques. Relique de première catégorie, votre nom. Je m'appelle Monsieur Karim Djengui. C'était le nom de mon défunt grand-père. Aujourd'hui, je porte son nom. Le nom a un pouvoir. Relique de première catégorie. Relique de deuxième catégorie, le bâton, les objets physiques laissés par le défunt. Dans le cas traditionnel, par exemple, le relique de deuxième catégorie, vous avez entendu parler de la cithare si vous n'êtes pas initié. Si vous êtes initié, vous savez ce que c'est une harpe. Alors, donc, la harpe a un aspect physique, mais à l'intérieur, il y a un pouvoir. Donc, l'aspect physique que tout le monde voit, qui pourrait ressembler à un objet d'art, est une relique de deuxième catégorie. Relique de troisième catégorie, les gens ont parlé de nécromancie, les gens ont parlé d'ossements. Vous avez vu, on a trouvé chez certaines personnes des ossements, des restes de défunts et autres, tout ça. Il y a également dans les rites, même chez nos frères du Cameroun, quand on parle du rite du crâne, ça c'est une relique de troisième catégorie. Alors donc, ce que nous observons depuis un moment, depuis que certains candidats se sont déclarés, depuis que tous les candidats, autant pour moi, se sont déclarés, nous observons effectivement qu'il y a plusieurs candidats lors de leurs différents passages dans l'arrière-pays ou à Libreville, se voient être remis justement un certain nombre de choses que l'on pourrait qualifier, je dis bien que l'on pourrait qualifier de reliques. Mais ce que je voudrais rappeler aux uns aux autres, en même temps aux candidats qui s'adonnent à ce genre de pratique, et à la fois à certains hommes spirituels qui manquent de responsabilité, parce que vous le savez, la spiritualité traditionnelle gabonaise est une spiritualité sacrée et dont les mécanismes ne se font uniquement que dans le secret. Ne voyez pas ici le secret comme étant une pratique maléfique. Le secret ici pour conserver, pour protéger justement ces codes et secrets, car il ne faut pas donner ça à n'importe qui. C'est comme si vous prenez une arme que vous remettez à un civil qui n'a jamais fait usage d'une arme. Qu'entendez-vous par n'importe qui? Non, c'est-à-dire avant que l'on ne vous remette une relique, avant que l'on ne vous remette un pouvoir, il faut d'abord que les entités aient décidé de ce choix. Est-ce qu'au préalable, ça a été respecté? Moi, je peux vous dire que non. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de folklore que de vérité. Donc, j'aimerais vous poser une question. Non, nous allons peut-être revenir pour la deuxième partie, le débat. On parle de ces périodes électorales toujours avec des crimes rituels. Dans quelle catégorie vous les placez, vous, ces crimes? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne suis pas un praticien des crimes rituels, donc je ne saurais quoi vous dire là-dessus, mais néanmoins, je reste un observateur dans la société. Je pratique les rites traditionnels et j'ai également constaté en tant que Gabonais qu'il y a depuis un moment ce phénomène. Mais ce que j'aimerais dire aux uns aux autres, parce que les rites traditionnels ont été indexés également à tort ou à raison de ce genre de pratique. Dans nos rites traditionnels, nous ne faisons que la promotion de l'amour du prochain. Il n'existe aucun rite traditionnel au Gabon qui se mettrait à décapiter un homme, un être humain. Et même lorsqu'on parle dans la société traditionnelle africaine de manger en vampire, quand on dit on a mangé en vampire blanche, cela s'est toujours fait de façon subtile. On a toujours le corps corruptible qui est présent, c'est-à-dire votre cadavre est complet, tous vos yeux y sont, votre bouche, vos oreilles, vos lèvres, votre organe sexuel y sont. Mais par contre, aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que les corps sont enterrés en moitié. Il y a même des gens qui enterrent que les têtes de leurs parents. Or, en vampire, on va juste prendre en otage votre âme, votre esprit. On va constater le médecin légiste
Alors pourquoi ils le font? Le médecin légiste qui n'a qu'une expérience matérielle viendra constater le décès d'une tierce personne. Le physique sera là, mais l'âme et l'esprit ne seront plus là. En ce qui concerne justement les crimes rituels, je me mets en porte-à-faux. Je dis avec la dernière énergie qu'aucun rite traditionnel ne pratique ce genre de choses. Du moins, les rites traditionnels que je connais du Gabon, que je connais le mieux. Alors, selon certains experts en la matière, on devrait classer cela dans le fétichisme. Est-ce que le fétichisme est une branche des rites traditionnels? Dans quelle catégorie classer cela? Le fétichisme est un mécanisme qui a toujours existé dans la société traditionnelle depuis la nuit des temps. C'est un mécanisme qui avait pour objectif de se défendre, qui avait pour objectif de se protéger, qui avait pour objectif de se prémunir des actions des adversaires. Je m'explique. À l'époque de nos ancêtres, nous n'avions pas de fusil. Nous n'avions pas d'hélicoptère, même s'il a toujours existé des hélicoptères mystiques, mais physiquement, nous n'en avons pas. Alors, donc, le fétichisme, ces mécanismes étaient mis en place dans le but de se protéger de l'adversité. Lorsqu'un autre peuple décidait de venir vous agresser, il y avait des mécanismes mis en place, appelés fétichisme, en utilisant justement des peaux de bêtes, des restes des animaux, pour devenir solide. Vous avez entendu parler dans nos sociétés traditionnelles qu'il y avait des gens qui se transformaient en panthère. Ça existe toujours. Il y a des gens qui se transforment en éléphants. Ça existe toujours. Et donc aujourd'hui, c'est une tropicalisation du fétichisme en lion. Ça existe toujours. Vous dites? Les crimes rituels est une tropicalisation, une modernisation de ce fétichisme d'antan? Je n'ai pas envie d'affirmer des choses. Vous savez, je n'aime pas parler des choses dont je n'ai connaissance aucune. Mais je vous le dis et je vous rassure que les rites traditionnels ne font pas dans les crimes rituels. Et donc, puisque les crimes rituels apparaissent toujours en période électorale, est-ce que vous pensez que ça pourrait finir un jour? Est-ce que les objectifs visés sont souvent atteints à travers ces crimes-là? Ben, ce que nous savons, c'est qu'en ce qui concerne le fétichisme, les gens ont toujours, pour la plupart bien sûr, certains ont toujours atteint leurs objectifs. Mais ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on parle de ces histoires de crimes rituels et autres, tout ça en période électorale, ce que nous avons constaté, c'est que tous ceux qui briguent un mandat électif, que ce soit des députés, de maires et autres, tout ça, sont à la recherche de 3 attributs de pouvoir. Le pouvoir oratoire, l'art de bien parler, le pouvoir charismatique, l'art d'avoir une bonne posture, et le pouvoir de domination. Vous le savez, lorsque vous dominez, vous haranguez les foules. Vous faites ce que les Américains appellent du mind control, c'est-à-dire vous contrôlez les consciences, vous faites en sorte que toutes ces consciences soient assujetties à votre personne. Et donc, lorsque ces personnes briguent certains mandats électifs, ils vont se faire entourer par des gourous qui leur font croire que, en le faisant, ils vont atteindre leurs objectifs. Bon, moi, je pense qu'il y a toujours eu, pour plusieurs élections, que ce soit en ce qui concerne l'élection pour élire un député, pour élire un maire ou un président de la République, il y a toujours eu ce phénomène, mais au final, c'est toujours une personne qui gagne. Alors, à quoi a servi donc toutes les personnes qui ont été sacrifiées? D'accord. Merci beaucoup, Karim Nziengui. Merci pour cet entretien. Nous allons ensemble accueillir Patricia Lydie Mouélé et le deuxième invité pour la suite de l'émission, donc le débat. À tout de suite. C'est le débat et le débat c'est également avec vous qui nous regardez à travers notre page Facebook mais également à travers les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. La réponse oui ou non à la question posée pour ce numéro, c'est la suivante. Croyez-vous que l'on puisse faire de la politique en Afrique sans recourir forcément aux rites et cultes mystiques traditionnels? C'est la question de ce numéro. À vos claviers, nous accueillons Patricia Lydie Mouélé. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci Blanche, bonsoir. Bonsoir. Comme tous les décryptages cas par cas, le deuxième invité est également avec nous, Michel Bouka Rabin Kogo. Vous êtes maître spirituel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons discuté tout à l'heure, Karim Nziengui et moi, nous revenions un peu sur les périodes électorales et la recrudescence des crimes rituels, toujours à cette période-là. Vous, en tant que maître spirituel, quelle portée, selon vous, ont ces crimes ou dans la quête de pouvoir de ces personnes qui sont accusées de pratiquer ces crimes? Une médiocrité. C'est de ne pas savoir ce que ça veut dire quand on porte atteinte à Mwanga. Je pense qu'il faut que l'Afrique se détermine maintenant par elle-même. On ne peut pas ne pas se réapproprier un postulat. Quand on dit l'Afrique est le continent du millénaire, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire.
Il faut que nos dirigeants commencent d'abord par comprendre ce que ça veut dire. L'Afrique est le continent du millénaire. Alors vous ne pouvez pas être un continent du millénaire quand vous utilisez des arguments qui ne sont pas les vôtres. Donc je pense que l'Afrique a le devoir de se ressaisir et de montrer quelle est la lumière, quel est le flambeau de l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on se réveille un matin en 2000. Nos frères de l'autre côté ont dit ceci, l'Afrique est le continent du millénaire. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Il y avait une profondeur là-dedans. Est-ce que nos dirigeants africains se sont saisis de cela? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose et qu'on essaie d'apporter le minimum d'informations à tous ceux qui nous écoutent. Et vous croyez qu'en période électorale, on pourrait dissocier ces rites traditionnels et autres rites mystiques de cette quête du pouvoir? Le mystique n'appartient pas à mon vocabulaire. Je suis spirituel, je ne suis pas mystique. Le mystique appartient à celui qui invente le mysticisme. Moi, je ne suis pas dans le mystique, je suis dans la spiritualité. La spiritualité, c'est une relation directe avec Mwanga, avec Dieu. Le mystique, c'est un magicien. Je ne suis pas magicien. Parce que tout ce qui est Dieu met sur la terre, il n'y a rien de magique. C'est une compréhension de ton propre univers à toi, tout simplement. Et comment, en tant que spirituel ou maître spirituel, vous abordez la question de la quête du pouvoir? Dieu m'a fait à son image. C'est le postulat de base. Il ne l'a pas dit inutilement. Vous comprenez? Dieu t'a fait à son image. À partir du moment où tu es l'image de Dieu, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et on fait les choses selon Dieu, pas selon toi. Mais est-ce que nos dirigeants ont compris ce postulat de base? C'est la question qui se pose. Et à cet instant du millénaire, il faudrait que nos dirigeants se réapproprient ce postulat de base. Que Dieu t'a fait à son image. Patricia. Alors justement, je reviens un peu sur Karim Zengi, bonsoir. Bonsoir. Alors tout à l'heure, dès le début de l'émission, je vous ai entendu parler de spiritualité, de pouvoir justement avec Blanche, c'est déjà notre thème principal. C'est nous dire un peu, est-ce que l'homme en tant qu'être humain a besoin d'abord de se connaître avant de parler de pouvoir ou encore de spiritualité? Parce qu'en lui-même déjà c'est un pouvoir, l'homme, l'être humain. C'est fondamental se connaître, c'est fondamental parce que se connaître vous permet d'être sur votre destinée. Une anecdote, j'ai un ami qui vivait au Canada et en rentrant au Gabon est devenu un homme d'affaires. Il est devenu un homme d'affaires, il avait des grands marchés avec l'État qui lui donnaient 801 milliards par marché. Et malgré toutes ces sommes, ce dernier ne parvenait pas à se construire, c'est-à-dire à construire une maison, à mener une vie décente. Il roulait dans de belles voitures, mais à chaque fois qu'il venait à payer justement son personnel, il ne lui restait plus rien en poche. Un jour, il est venu me voir et a commencé à m'exposer tous ses problèmes. Nous sommes tombés d'accord pour qu'il se fasse initier. Et ce dernier, lors de son voyage astral, il a rencontré une entité de l'autre côté. Je vais vous donner le nom de cette entité parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau. Il est pour nous déjà nécessaire et important d'édifier la société. Parce qu'à une époque ancienne, les rites traditionnels étaient animés à 80% par les personnes illettrées qui ne pouvaient pas expliquer les choses de façon scientifique. Alors, cet ami a rencontré un esprit, une entité appelée Ekotomanzamba. Alors, cette entité lui a dit, retourne sur terre, vas-y vendre des chiens. C'est le rôle que nous te confions sur terre. Ce dernier, en revenant sur terre, c'est-à-dire après son voyage astral, après les différents entretiens, les différents travaux qui sont faits justement après le voyage astral d'un impétrant, qui est déjà devenu un initié, il a pris la décision donc de vendre les chiens. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il fait les États-Unis, le Japon, le Canada, comme s'il allait en mon-boîte. Il est devenu 2 fois plus riche qu'il ne l'était. En vendant des chiens? En vendant des chiens, bien sûr. Il est devenu 2 fois plus riche qu'il ne l'était quand il était entrepreneur. Pourquoi? En se faisant initier, il a rencontré sa véritable destinée. Or, avant son initiation, il pensait qu'il était mieux pour lui d'être un entrepreneur. Alors, est-ce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être Patricia, avant de continuer? Vous disiez qu'il faut que chacun sache ce pourquoi il est envoyé. Est-ce que ça rejoint... Chaque être humain sur Terre est un messager. Est-ce que ça rejoint... Déjà, vous ne pouvez pas naître dans une famille et ne pas comprendre pourquoi vous êtes projeté dans une famille, pourquoi vous êtes projeté dans un clan, pourquoi vous êtes projeté dans une tribu, pourquoi vous êtes projeté dans une nation. Tout Gabonais, surtout celui qui naît au Gabon, doit d'abord comprendre pourquoi il naît
dans une famille? Pourquoi il est né dans un clan? Pourquoi il est né dans une tribu? Quel est son apport dans ça? On ne vient pas comme ça au hasard. C'est pas du hasard. C'est le choix d'une famille, le choix d'un clan, le choix d'une tribu. C'est pas un hasard. Mais on peut également vous le dire pour ceux qui sont candidats, par exemple, pour cette présidentielle, que peut-être c'est pas un hasard. S'ils sont candidats, ils ont... Un peuple ne peut se développer sur une culture d'emprunt. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Occident a dit ceci, postulat de base. L'Afrique est le continent du millénaire. Est-ce que nos dirigeants se sont réappropriés cela? C'est ça la question. Il ne faut pas aller, quand on te donne une vérité, tu rejettes ta propre vérité. L'autre dit en face de toi que tu es le continent du millénaire. Est-ce que nous nous sommes réappropriés ce postulat? Alors, maître Michel Boucar Amégongo, justement, vous êtes maître spirituel. À entendre Karim Diengui tout à l'heure, il fait notion justement d'un voyage astral par rapport à l'exemple qu'il a cité. Vous, en tant que justement, ce que vous dites Mwanga, est-ce que vous pensez qu'il est nécessairement important que cet ami dont il fait état passe nécessairement par cette voie, alors qu'il y a Dieu, comme vous dites, Mwanga est là pour justement mieux se faire connaître? D'abord, il faut savoir pourquoi avant de venir ici sur la terre. C'est ce qu'on dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce que vous ne voulez pas être un élu? Mais pour être un élu, il faut d'abord savoir pourquoi vous êtes projeté dans un univers. Et la compréhension de ses propres univers. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. C'est simple, on dit des choses simples. À partir de ce moment, quelqu'un qui naît ici doit savoir d'abord pourquoi. Alors, ça paraît pas très simple, dit comme ça. Peut-être nous expliquer comment quelqu'un qui naît ici doit savoir pourquoi. D'où est-ce qu'il sait pourquoi il est là? D'où est-ce qu'on sait, par exemple, pourquoi je dois être candidat, pourquoi je dois être président ou député? Vous savez, rien n'est fait au hasard quand on est né africain. Le problème, c'est qu'on se développe sur une culture d'emprunt. C'est ça qui nous embête. L'Afrique doit se réapproprier sa propre culture. Elle est le flambeau des nations, la lumière des civilisations. Les autres nous renvoient à la face notre responsabilité du millénaire, je vous l'ai dit au départ. Est-ce que nous nous sommes saisis de ça? C'est la question qu'il faut se poser. Connais-toi toi-même avant de connaître ton prochain. Ça veut dire quoi? D'accord. Vous, en tant que maître spirituel, est-ce que tout de suite, lorsque vous vous retrouvez face à un être humain comme vous, est-ce que tout de suite vous pouvez définir cet être, s'il est mystique ou encore spirituel? Sinon, comment le reconnaître? Vous savez, nous ne sommes pas ici pour dévoiler les mécanismes, parce qu'il y a, nous avons aussi des limites dans la transmission de la pensée. Vous comprenez? Mais Dieu ne fait rien au hasard, c'est ce que je dis. Dieu ne fait rien au hasard. Alors, Karim Diengui, est-ce que vous pensez que pouvoir politique et pouvoir spirituel font bon ménage? Est-ce que c'est des notions ou des concepts? J'aimerais d'abord revenir sur deux notions. D'accord. Lorsqu'on parle de Mwanga et de Dieu, il n'y a pas de différence. C'est juste une question de terminologie. Mwanga, c'est Dieu. C'est comme vous pouvez appeler dans votre ethnie Dieu. Vous avez une manière à vous d'appeler Dieu dans votre ethnie. Mwanga, donc, dans les rites traditionnels et particulièrement dans le Bouti, il s'agit bien de Dieu. D'autres parleront de Kwinjo. Tout dépend du profil ou tout dépend du mécanisme ou du rite ou de l'expression traditionnelle. Et une autre valeur également, lorsque on parle de... Vous posiez tout à l'heure la question à Maître Bouka, est-ce qu'il est possible en tant qu'homme spirituel, lorsqu'on est face à quelqu'un, de savoir s'il est mystique ou s'il est spirituel. Ce que je voudrais faire noter ici, c'est que tout pouvoir a une identité, qu'il soit négatif ou positif. Tout pouvoir a une identité. Lorsque le maçon est devant vous, il donne, enfin, il réunit tous les éléments qui vous permettent d'identifier un maçon, notamment lorsqu'il pose les premières briques. Lorsque un homme spirituel également doit être identifié par ses pairs, parce que ne peut reconnaître justement cette identité que les gens qui sont du même corps de métier que celui à identifier. Mais pour dire tout simplement que tout pouvoir a une identité. Tout pouvoir a une carte d'identité, a un passeport, a un visa. D'accord, donc pour en revenir à la question, est-ce que pouvoir spirituel et pouvoir politique peuvent faire bon ménage? Mais tout dépend si demain Karim Diengui va être le président de la République. Pouvoir spirituel et pouvoir politique peuvent faire bon ménage. Pourquoi? Parce que Karim Diengui a d'abord une base en spiritualité. Et lorsqu'il se lance donc en politique,
il a les mécanismes et les éléments nécessaires pour affronter ce combat qui est un combat physique, mais qui à la base est gouverné par le métaphysique. N'oubliez pas que le Gabon est gouverné par 9 entités, dont la mère est d'Inzonamwa Tabenga. 9 entités. Vous vous rendrez compte que l'emblème, le sceau de chacune de ces provinces, renvoie à un élément métaphysique, donc à une force énergétique qui agit au sein de la communauté, qui agit dans plusieurs familles qui vivent dans cette contrée. Mais les gouverneurs, justement, sont ces entités qui renvoient justement des signaux, des informations à Dinzonamwa Tabenga, représenté physiquement par la maternité allaitante, le bébé qui est le Gabon, que la mère allait. Est-ce que ça n'est pas de nature à inquiéter un peu, dire que toutes les provinces du Gabon sont régies par des entités? Est-ce que c'est pas de nature à inquiéter Quand vous-même, la seule chose qu'on demande à les chrétiens, c'est d'être chrétien. Un chrétien n'a pas deux faces, il n'a qu'une seule face. Tu crois en Dieu, point près. Si tu crois en deux versions, tu n'es plus dans la croyance en Dieu. Et c'est tout. Voilà. Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Mais alors vous parlez de Dieu, il parle d'entité. Alors peut-être une question à Karim Dienguis, s'il vous plaît. Alors tout à l'heure, on parle d'homme politique. Le pouvoir, le thème de notre émission, c'est pouvoir et spiritualité. Dans vos propos, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un homme politique, pour avoir justement un certain pouvoir, il est forcément dit que cet homme doit être doté d'un pouvoir mystique et Dieu aussi dans tout cela? Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes régis ou nous sommes créés par Dieu, à l'image de Dieu, comme l'a dit le maître tout à l'heure? Je vous ai dit, ne nous perdons pas. Quand on parle de Mwatabenga, quand on parle de Mwanga, quand on parle de Kwinjo, il s'agit bel et bien de Dieu. Dieu, c'est un mot français. Ce sont les autres qui nous l'ont apporté, qui nous ont dit qu'on nomme celui que nous adorons en tant que Dieu de cette manière-là. Et lorsque je parle d'entité, Dieu est une entité parce que l'homme à la base, l'être humain, étant donné conçu à l'image de Dieu, à sa ressemblance, est un phénomène énergétique. 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Phénomène énergétique. 3 éléments qui doivent cohabiter ensemble pour que l'on constate et que l'on se rende compte de façon physique que vous êtes vivante. Alors donc, si l'homme est un phénomène énergétique, c'est qu'il est à la base un homme spirituel. Tout comme un enfant qui naît, qui, avant d'aller à l'école primaire, avant d'aller à l'école maternelle, les parents ont l'obligation de lui apprendre quelques mots. Arrivé à l'école, on va mettre l'enfant là dans un format pour qu'il s'exprime comme nous le faisons aujourd'hui. C'est le même cas de figure pour la spiritualité. Vous êtes un phénomène énergétique, mais vous avez un voile. Vous avez un bandeau aux yeux qui ne vous permet pas, qui ne vous donne pas la possibilité de voir derrière le voile. D'où la condition sine qua non de se faire initier, en fait, d'appartenir à un rite traditionnel. Parce qu'à la base, comme je le disais, le rite traditionnel a pour objectif de ramener l'homme à la divinité, de rétablir le cordon d'argent qui s'est coupé entre l'homme et la divinité. Donc, lorsque vous franchissez cette étape, vous devenez véritablement un homme spirituel. Vous n'êtes plus qu'un phénomène énergétique qui est comme un électron libre dans la société. Donc nos gouvernants, pour mieux diriger et mettre en exergue ce continent du millénaire, il faut retourner à ces traditions. Donc pour briguer à un pouvoir politique, il faudrait s'initier. Donc pour revenir un peu à la question. C'est fondamental. Hein. Vous naissez dans un environnement, il faut savoir comment fonctionne cet environnement. Quelles sont les règles de fonctionnement de cet environnement. C'est ça qui vous distingue de l'autre. Pourquoi ne dirigeons pas nous l'Afrique par rapport à notre propre façon de voir les choses? Nous avons une civilisation, il ne faut pas la mettre en arrière. Mais nous calquons ce qui n'est pas nous. On arrive à quel résultat? Rien du tout, on tourne en rond. Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Tout simplement. Donc être chrétien tel que c'est fait aujourd'hui, pour vous, c'est pas valable. Pour vous, c'est du copier Mais bien sûr, vous copiez. Pas... Moi, je suis bouddhiste, je suis dans le bouddhi. Le bouddhi, ce n'est pas de la chrétienté. Le bouddhi, c'est le bouddhi. La chrétienté, c'est la chrétienté.
C'est tout. Donc il faudrait que l'Afrique commence à se approprier sa propre qualité, sa propre nature. Qu'est-ce qui me distingue de l'autre? Pourquoi nous avons honte de nous-mêmes? Donc ce qui veut dire tout simplement que Dieu s'est trompé en ce qui nous concerne. Parce que quand tu prends ce que l'autre a, c'est que Dieu s'est trompé à ton sujet. Est-ce que Dieu se trompe? Et donc, à quel niveau vous réussissez dans cet univers à mettre la frontière avec les dérives? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le fétichisme est venu de certaines personnes qui ont des pouvoirs traditionnels et qui peut-être l'utilisent mal. Le fétichisme, voilà ce que j'ai dit. Le fétichisme est un mécanisme qui a toujours et qui existe toujours dans la société traditionnelle. La société traditionnelle est régie. Il n'y a pas que le côté spirituel. Il y a l'administration. Parce qu'on a des chefs de village, c'est le cadre administratif. On a des chefs traditionnels, qui sont justement des administrateurs de la coutume. Rien à voir avec la spiritualité. Maintenant, nous avons des maîtres spirituels qui sont donc des directeurs de conscience considérés comme des oracles, c'est-à-dire capables d'annoncer un certain nombre de choses qui peuvent arriver ou revenir sur des choses qui se sont produites dans la vie de cette communauté. Et puis, lorsque vous parlez de chrétienté, arrêtez de chosifier la tradition. Parce que la chrétienté, si être chrétien, c'est de croire en Jésus, alors nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens. Parce qu'il n'y a pas un traditionnaliste qui renie l'existence de Jésus-Christ. Peut-être que Jésus, pas peut-être, Jésus dans mon rite traditionnel s'appelle Misson Mizam. Si c'est du même Jésus dont nous parlons dans la Bible, alors nous parlons de la même personne. Mais si la chrétienté renvoie au spectacle que nous vivons dans notre société, avec tout ce qu'il y a comme dérive dans ces différents courants qui font l'apologie de la chrétienté, ça nous disons non. Est-ce que pour vous, être chrétienne ou être chrétien, c'est d'être à l'église le dimanche? Moi, après cette émission, je serai à ma veille de Bouiti. Et là-bas, je sais qui on appelle Jésus, c'est mon Kanimambo. Monsieur Ndiengui, dans vos propos, vous dites ceci, vous parlez de Dieu, vous parlez de Mwanga, comme dit le maître spirituel. Dans vos propos, vous avez également dit que l'homme est doté de pouvoir. L'homme, c'est un assemblage d'énergie. Pourquoi l'homme étant déjà doté de ce pouvoir, est encore à la recherche d'un pouvoir? Surtout, notamment les hommes politiques. Déjà, nous avons ce pouvoir que Dieu nous donne, que vous dites déjà, vous renvoyez à la tradition. Maître Boukala dit, c'est par ignorance. Parce que la loi spirituelle obéit à la loi de la communication. Vous êtes un élément de la pyramide. Donc il faut connaître, vous devez avoir une connaissance de tous les éléments de la pyramide. Vous voulez dire que ces hommes politiques ne se connaissent pas en un mot? Je ne le dis pas, mais j'ai envie d'investiguer sur leur connaissance sur les questions spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, nous savons que beaucoup sont menés en bateau. Vous pensez que nous n'observons pas? Vous pensez que nous ne voyons pas ce qui se passe dans les différentes tournées de certains candidats à l'élection présidentielle? Et c'est ici pour moi l'occasion d'interpeller ces hommes dits spirituels qui se lancent dans de telles pratiques à plus de responsabilités. Parce que n'oublions pas que cette année 2016 est un tournant capital pour la nation gabonaise. Et si c'est un tournant capital pour la nation gabonaise, alors les rites traditionnels ne doivent pas échouer. Raison pour laquelle, au mois d'avril 2016, nous avons organisé plusieurs événements. Nous avons, dans le cadre de l'association dont j'ai la responsabilité, bien sûr, nous avons réuni l'ensemble des jeunes initiés du Gabon, les femmes initiées du Gabon, pour lancer la consultation nationale. Pour qu'en 2016, pour la première fois au Gabon, les rites traditionnels prennent leurs responsabilités pour apporter le message de victoire à la nation gabonaise. Parce que cette année, c'est la nation gabonaise qui va gagner. Et la nation gabonaise va être mobilisée derrière le candidat choisi par les esprits. Vous savez, il y a même des chefs des chefs sur le plan traditionnel qui ont été investis parce que les oracles sont venus parler à la communauté. Et c'est ce qui doit se faire au Gabon, parce que le Gabon est un pays spirituel. Alors, et tout ce qui s'est fait dans ce pays sans base spirituelle n'a pas réussi. Donc, comme par hasard, le candidat sortira, enfin, du moins, celui qui est décidé ou que les oracles auront choisi pour diriger la nation, il viendra forcément des candidats déclarés. Mais bien sûr. Je vous ai dit qu'en avril, nous avons lancé la consultation nationale. Et ça fait 3 mois que nous avons sillonné. Au départ, 362 temples étaient retenus pour cette consultation nationale. À un moment, nous nous sommes retrouvés à 42 temples.
Pourquoi? Parce qu'il fallait faire le tri. Donc, investiguer d'abord sur les valeurs moraux des différents spirituels, justement retenus pour cette consultation nationale. Lorsqu'on avait lancé cette consultation nationale, on avait parlé d'un événement où on devait donner le nom, l'identité du futur président. Mais on a vu les candidats venir, parce que si on arrêtait une date, si on disait que le 22 juillet, par exemple, on va organiser une grande cérémonie pour donner le nom en public, l'identité en public du futur président de la République, tous ces candidats seraient venus corrompre les hommes spirituels. Et comme nous voulons sortir de la corruption, parce que la spiritualité ne doit pas tomber face à la corruption. Comme je vous le disais, nous sommes face à un tournant décisif. C'est ce que les esprits disent. Le Gabon va vivre et face à un tournant décisif. Maintenant donc, en temps opportun, et cela ne saurait tarder, nous allons révéler l'identité de celui qui a été retenu par les esprits. Et nous allons donc inciter la nation gabonaise à matérialiser cela, à se mettre donc derrière le candidat choisi par les esprits. Vous dites que la nation gabonaise doit être gagnante justement dans tout cela. Pour cette année 2016, excusez-moi, je termine ma question. Pour cette année 2016, c'est la nation gabonaise qui doit être gagnante. Mais comment expliquez-vous justement les faits que les différents candidats sont dans l'obligation, entre griffes, de passer dans ces rites spirituels que nous voyons? Parce qu'on se dit que c'est vous. Je n'ai vu aucun candidat passer dans un rite traditionnel. Vous savez, le rite traditionnel... Hein, peut-être pas cette année 2016, mais on a l'habitude de le voir lors de l'élection présidentielle. Parlons du présent, parce qu'on pourrait revenir sur plusieurs élections. Parlons donc du présent. J'ai dit pour cette élection 2016, ce que j'ai observé, il n'y a pas de rite traditionnel. J'ai même envie de dire que certains candidats se sont lancés dans le folklore. Parce que n'oublions pas que dans la spiritualité, il y a la partie, il y a le côté public, le côté dévoilé de l'iceberg. Et il y a le côté caché. D'accord, ça vous l'avez déjà dit, on va peut-être permettre à M. Mbouko. Je pense que ça se résume simple. Aucun peuple ne peut se développer sur une culture d'emprunt. Nous sommes arrivés à cette ère là où aucun peuple ne peut se développer sur une culture d'emprunt. L'Afrique échoue tout simplement parce qu'elle veut se développer sur une culture d'emprunt. Même quand l'autre lui donne la responsabilité du millénaire, elle continue à vivre dans la culture d'emprunt. Et nous, notre rôle de maître spirituel, c'est de rappeler la responsabilité que nous avons pour le millénaire. Quand l'autre dit, quand le postulat de base est « aucun peuple ne peut se développer sur une culture d'emprunt », il faut s'en saisir. Nous avons tous été à l'école, nous nous sommes appropriés les outils de compréhension. Comprenez? On ne veut pas dire que ça appartient à quelqu'un, mais c'est des outils de compréhension. Et quand l'autre lui-même, je parle de mes frères francs-maçons, qui disent « mais l'Afrique, le continent du millénaire », il faut comprendre d'abord ce que ça veut dire. Comprenez? Et c'est ce que nous avons à faire, nous qui avons un peu eu la chance de comprendre les enjeux stratégiques et géostratégiques, c'est d'aider. Aucun peuple ne peut se développer. Donc vous êtes pour que dans une démocratie, on se base sur le choix d'oracle pour élire un président ou pour accompagner un candidat? C'est Dieu, c'est mon gars, simplement. Moi, c'est Dieu qui conçoit l'homme. Mais comment la Bible dit aussi, toute autorité vient de Dieu. Mais tout simplement. Alors, saisissons-nous de ces postulats de base, puisque le millénaire prédispose maintenant. Alors, comment vous le voyez? Un groupe de personnes se réunissent et puis décident, nous on le dit décide, puisque nous ne sommes pas nous ne faisons peut-être pas de voyage astral, comme vous le dites, et ce groupe de personnes décide, les oracles ont décidé que c'est elle qui sera le président ou qui est habilité à être président. Aucun groupe ne décide. Oui. Aucun groupe ne décide. Depuis 2014, le peuple spirituel gabonais est interpellé par les entités qui gouvernent ce pays, en tête desquelles l'Inzona Mwatabenga, pour demander aux uns des autres de prendre leurs responsabilités. Je vais vous surprendre, plusieurs responsables des temples se sont plus de 3 fois fait initier entre 2014 et 2016. Chacun à son niveau a été interpellé pour venir goûter le lait de la mère d'Inzona Mwatabenga. D'accord, mais jusque-là, vous nous recommandé... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Elle a recommandé donc à tous ses représentants, à tous ses soldats, d'être attentifs et qu'en temps opportun, il fallait qu'on la consulte à nouveau pour nous donner l'identité. Et lorsque vous parlez justement
pourquoi les candidats sont en compétition alors que les oracles pourraient justement à partir de demain donner l'identité de celui qui sera élu, qui sera le futur président, celui choisi par les entités. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique et l'aspect métaphysique. L'aspect métaphysique, c'est celle qui renvoie donc aux hommes spirituels, donc aux oracles, qui viendront donner l'identité de celui choisi par les esprits. Et il y a l'aspect physique. Il y a donc des formats humains. Et aujourd'hui, pour être élu président, il faut donc passer par une compétition pour faire jouer la démocratie. Et ça, les hommes spirituels ne peuvent pas l'empêcher. Mais nous allons demander aux autres candidats de faire de l'économie en refusant de dépenser leur argent parce qu'ils ne seront pas élus. Et donc la place de la démocratie dans tout ça, vous êtes d'accord donc avec celui qui a dit que la démocratie, ça ne relève pas du spirituel? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, aucun peuple ne peut se développer sur une culture d'emprunt. Dieu donne à chacun sa part. Nous sommes arrivés à un millénaire où chacun doit se réapproprier sa part. Pourquoi voulez-vous vous développer sur une culture qui n'est pas la vôtre? C'est le problème de l'Afrique. On peut se réapproprier des outils qu'on a perdus par des millénaires parce qu'on ne les avait plus. Mais maintenant, nous nous sommes réappropriés ces outils. Ils sont dans l'école, l'enseignement, la spiritualité, les sciences, les mathématiques. La démocratie. La démocratie, c'est la liberté de s'exprimer. C'est pourquoi il y a des élections. Mais chez nous, en Afrique, nous avons le respect de l'aîné. C'est dans notre culture. Ne dis pas n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est ça, l'Afrique. Alors peut-être une question à tous les deux. Comment aujourd'hui, lorsqu'on a un pouvoir, comment l'exercer pour que ce pouvoir aujourd'hui soit bénéfique, s'il faut le dire, en termes de spiritualité, pour un peu toute la communauté? Pouvoir matériel ou pouvoir immatériel? Que ça soit le pouvoir matériel ou immatériel, ou encore familial aussi. Je peux d'abord répondre. Vous savez, chacun de nous a sa manière de faire. C'est pas on dit ngoué, on dit la tribu, on dit le clan. Dieu identifie chacun d'entre nous. Mais fais selon ce que Dieu t'a donné. Pourquoi tu vas rejeter ce que Dieu t'a donné en disant que ce qu'il a donné à l'autre c'est meilleur que ce qu'il t'a donné? Voici le problème que nous avons. L'Occident, c'est valeurs, mais n'ayons pas peur de nous approprier ce que Dieu nous a donné. Dieu ne s'est pas trompé. Nous sommes à l'ère du millénaire où nous sommes conscients que Dieu donne à chacun sa part. Mais tu ne peux pas te développer sur une culture d'emprunt. Et voilà le problème de l'Afrique. Nous voulons développer avec une culture qui n'est pas la nôtre. Vous allez atteindre quel... Vous dites au quotidien, j'aime Dieu, mais vous dites que Dieu s'est trompé à votre sujet. Mais vous voulez comment? Et que pensez-vous des... Ah oui, peut-être répondre à la question. Peut-être répondre à la question, Karim Zingué. Que ce soit le pouvoir matériel ou le pouvoir immatériel, à la base, ce pouvoir est conçu ou a été créé pour aider son semblable. Maintenant, donc, le pouvoir, il est neutre et tout dépend de celui qui manipule le pouvoir en fonction des connaissances dont il dispose. Un exemple très simple, pour revenir sur le plan physique. Vous allez au marché, vous êtes une dame, vous allez au marché, vous achetez un couteau de cuisine qui vous sert donc à découper la viande pour faire vos repas, pour faire le repas de votre époux. Et puis un jour, vous vous fâchez contre un voisin, vous prenez ce couteau et vous dépecez votre voisin. Vous avez donc mal utilisé cette énergie, donc qui est une représentation physique. Vous l'avez mal utilisé. Mais le même couteau, si vous l'utilisez dans le cas de la légitime défense, on ne vous enfermera pas. Pour l'autre cas de figure, vous irez en prison. C'est la même chose pour le pouvoir spirituel. Mais, sauf qu'au niveau du pouvoir spirituel, sachez que si vous faites du mal aux autres ou à votre prochain, puisque généralement les gens le font dans le secret, parce que lorsque quelqu'un manipule son fusil nocturne, il est seul dans sa chambre. Lorsqu'il fabrique un fusil nocturne, il est seul dans son boenze. Mais sachez que la personne à qui vous envoyez ce fusil nocturne, la colonie spirituelle qui est derrière cette personne se chargera de vous régler les comptes en temps opportun. Oui, mais je reviens donc à ma question de tout à l'heure. À quel moment vous gérez les dérives? Vous en appelez à un retour à la culture, à un retour au rite traditionnel, sauf que vous ne savez pas forcément, même si vous savez à qui vous le donnez, chacun a sa personnalité. Donc, à quel moment vous gérez la dérive? Quelqu'un qui a ce pouvoir que vous lui avez donné et qui souhaite l'utiliser pour acquérir encore plus de pouvoir, et cette fois, et le pouvoir matériel, le pouvoir politique et autres. Nous vous apportons un message. Nous vous livrons un message, nous vous disons, c'est le message de la délivrance. C'est le message qui va vous restaurer.
à vous de prendre conscience. Je vous disais tout à l'heure que lorsque vous êtes un homme spirituel, vous arrivez à l'étape du yin et du yang, le bien et le mal, donc la parfaite connaissance. Vous avez donc les deux pôles que vous maîtrisez, le pôle plus et le pôle moins. Et on vous demande de faire un choix. En spiritualité, on vous demande de faire un choix. On vous montre pour tous les cas de figure les tenants et les aboutissants. Il y a les uns se lancent donc dans le mal et d'autres dans le bien. Mais toujours est-il que lorsqu'il s'agit de la souveraineté de l'État, donc de l'ensemble des Gabonais, qui sont donc régis par l'entité d'Inzona Moata Benga, elle se charge elle-même d'impulser des dynamiques, d'imposer ce qu'il faut pour le bonheur du peuple gabonais. Parce que là, nous parlons de souveraineté nationale, on ne parle pas d'un individu. On parle donc de l'ensemble. Ça veut dire que ce pouvoir s'exerce nécessairement sur les uns et les autres, alors? Mais bien sûr, décidé par l'entité qu'est l'Inzona Moata Benga. Vous savez que le Gabon est fin des libertés individuelles? Vous dites? C'est la fin des libertés individuelles? Vous savez, en spiritualité, non, nous ne parlons pas sur ces termes-là. Nous ne parlons pas de subir. Parce que, comme je vous le disais, l'homme est un phénomène énergétique. En spiritualité, vous recevez une révélation. Et vous avez donc mandat de la donner à qui de droit. Vous avez donc mandat d'appliquer ce qui vous a été donné comme recommandation de l'autre côté. Lorsque vous sortez de la recommandation qui vous est faite, vous êtes considéré comme étant un hors-la-loi. Et la spiritualité se chargera de vous régler vos comptes. D'accord. Que pensez-vous des hommes de Dieu qui abandonnent le service pour rentrer à la quête d'un pouvoir politique? On a des exemples parmi les candidats. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun peuple ne se développe sur une culture d'emprunt. La difficulté de l'Africain que je suis, c'est de ne pas comprendre que Dieu donne à chacun sa part. Il faut d'abord connaître ma part. Quelle est ma part? Dieu ne se trompe pas. Comprenez? Mais ce que nous faisons au quotidien, c'est que Dieu se trompe. À partir du moment où Dieu se trompe, mais il se trompera. Tout simplement. Donc, nous sommes arrivés à une ère où il faut nécessairement comprendre comment ça fonctionne. Et nos dirigeants, ceux qui sont appelés à diriger, c'est pas le simple fait du vote. Évidemment, le vote, c'est un choix. C'est un mécanisme qui est mis en place par des sociétés qui s'organisent pour choisir celui qui doit être leur leader. Mais la sincérité du vote, est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'elle est respectée, la sincérité du vote? On est dans des mécanismes qui ne sont pas les nôtres. Parce que parfois, nous pouvons voir quelqu'un qui, lui, n'a pas été choisi, mais qui va gérer toute une communauté et spirituelle. Le problème, c'est que le Gabon n'est pas un pays comme tous les autres. Comprenez? Bon, c'est pas que je veux tirer la... Mais le Gabon, c'est le Gabon. Avec sa particularité, que déjà, nous avons ici, dans notre pays, je ne peux pas le dévoiler ici en écran, mais une différence par rapport aux autres. Nous avons ce que vous appelez un arbuste de vérité, qui reste un arbuste de vérité. Et il est unique, il est dans cet emplacement. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas le fait du hasard. Mais alors, comment tu as un mécanisme de vérité et tu t'appuies sur une autre vérité? D'accord, peut-être une dernière question. On est à quelques minutes de la fin. Aujourd'hui, lorsqu'on a ce pouvoir-là, on se dit doté d'un certain pouvoir, notamment les candidats, les différents candidats, qui aujourd'hui, chacun veut accéder justement à être, chacun aspire à être président pour l'exercice pour cette année 2016. Est-ce que vous pensez qu'en ayant justement ce pouvoir, un homme politique peut aujourd'hui perdre sa vraie personnalité sur le plan spirituel aussi? C'est possible. Comment? C'est possible s'il ne respecte pas justement les valeurs spirituelles. Mais vous avez bien parlé d'aspirer. Un homme politique qui aspire, ça veut dire que c'est une décision personnelle. Vous pouvez aspirer et ne pas être choisi. Et il faudrait que vous soyez capable d'accepter le verdict, notamment le choix des oracles, donc des entités, parce que toute chose est gouvernée par l'invisible. Je vous prends un exemple très simple pour revenir justement à ce qu'on observe. Je suis M. Karim Diengui. Je suis un économiquement faible. Et vous êtes candidat, Madame Blanche, vous êtes candidat et vous venez me voir pour me poser la question de savoir est-ce que je serai l'heureux élu à l'élection présidentielle. Vous vous attendez à quelle réponse? Je vous dirais que c'est vous la future présidente. Vous êtes milliardaire, vous avez un luxe insolent, vous venez poser la question à une personne qui est économiquement faible.
Raison pour laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons organisé cette consultation nationale. Allez vérifier. Vous savez qu'au Gabon, le renseignement est très avancé. Allez vérifier, nous n'avons adressé aucune correspondance à un candidat. Nous n'avons demandé aucune aide venant de qui que ce soit de personnalités politiques Quand vous dites ou des personnalités. C'est qui exactement? J'ai dit l'ensemble des hommes spirituels qui ont participé, qui ont contribué, qui ont reçu la révélation en ce qui concerne l'identité de celui qui sera le futur président pour ce nouveau septennat. Nous n'avons pas donc demandé de l'aide de qui que ce soit, parce que nous savons que les politiques sont très stratégiques, sont très stratèges. Lorsque vous leur adressez une correspondance pour dire nous voulons organiser telle chose, nous nous sommes déplacés, nous sommes déployés dans le Gabon avec nos propres moyens. Parce que ces personnes, ces hommes politiques sont très forts dans le chantage. Et or, comme je le disais, nous sommes face à une responsabilité qui nous a été confiée justement par Dinzona Mwatabenga. Donc vous savez déjà, vous connaissez déjà le nom? Bien sûr, nous connaissons le nom, l'identité exacte. Et nous connaissons la tenue, la couleur de la tenue que portera celui qui sera élu président le jour de la proclamation de l'élection présidentielle. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est le choix des oracles, mais vous n'avez pas dit que... Le choix des esprits. Le choix des esprits. Alors, oui. Ce sont les oracles qui consultent les entités. D'accord, donc les esprits vous ont montré qui sera candidat ou qui est le meilleur... Pas qui sera candidat. Qui sera président ou qui est le meilleur. Nous connaissons les candidats. Les entités ont donné l'identité de celui qui sera le président du nouveau. C'est vrai que c'est assez flou, mais nous aurons peut-être l'occasion d'une autre émission pour cela. Non, ce n'est pas flou. Nous allons décider dans quelques semaines. D'accord. Nous attendons encore une autre révélation. Nous allons décider de quand et comment ça se fera. Et nous allons nous retrouver pour donner ce message. Vous allez l'investir, apparemment. Pas l'investir. Ça ressemblerait à une stratégie politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Non, mais vous dites que vous avez vu quel vous allez porter à la connaissance de la nation gabonaise. Dans le contexte de directeur de conscience, les hommes spirituels que nous sommes sont des directeurs de conscience. Ce sera ça votre mot de fin? Non, laissez-moi terminer. Allez-y, nous avons quelques secondes. Nous allons donc révéler cette identité. Et vous le savez, dans notre société traditionnelle, lorsque il y a des changements qui doivent s'opérer, on allait vers le roi et dire à le roi, même si ça lui fait mal, dire au roi, monsieur le roi, voilà ce que les esprits, les entités, les oracles disent. Donc vous voulez dire que ce sera un message ou bien alors le président ne sera pas le président actuel, c'est ce que vous voulez dire? C'est pas ce que j'ai dit, ne déformez pas mes mots. Mais vous dites qu'on ira vers le roi. Étant donné que monsieur Ali Bongo Ondimba, qui est chef de l'État en ce moment, et donc le chef pour l'instant en exercice, il sera donc la première personnalité à recevoir ce message. Et cela, le peuple gabonais se rendra compte de la responsabilité prise par les hommes spirituels dans ce pays. Merci beaucoup. Merci également à vous, Michel Mbouka Rabenkongo. Je rappelle que vous êtes maître spirituel. En quelques secondes, s'il vous plaît, nous sommes déjà... Je vais dire tout simplement qu'aucun peuple ne peut se développer sur une culture d'emprunt. Nous sommes maintenant au millénaire où l'Afrique a la responsabilité. Donc assumons notre responsabilité. Et le postulat est qu'aucun peuple ne peut se développer sur une culture d'emprunt. Voilà, merci, ça nous l'avons très bien compris. Merci également à vous, Karim Zengi, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Patricia Lizimolé. Nous nous retrouvons ensemble au prochain décryptage cas par cas. N'oubliez pas, vous qui nous regardez, la page Facebook et les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour la suite du débat. Merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir.